Alors, c'est parti. Alors, du coup, Marine, on regarde ton rapport en premier. Il faut que je partage mon écran. Alors, dites-moi si vous voyez tous les deux mon écran, du coup. Ça commence, c'est en train de charger, c'est bon. C'est bon. OK. Guillaume, c'est bon, tu vois aussi? Oui, c'est bon aussi. Ouais. OK, super. Du coup, Marine, donc on a fait ton test sur le vélo, les grands chiffres qui ressortent et tu m'arrêtes au fur et à mesure si tu as des questions. Oui. 40 millilitres par kilo par minute, donc ça, c'est la quantité d'oxygène que ton corps peut utiliser par kilo de poids de corps par minute. Ça, c'est la valeur absolue en litres par minute, sans compter le poids de corps. Fréquence max 172. Tu t'es arrêté après le palier à 150 watts. Oui. On a commencé bas, hein, on a commencé à 40 watts et ensuite Oui. on est monté de 10 watts en 10 watts. Donc, au niveau des seuils physiologiques, on ressort avec un premier seuil aux alentours de 60 watts, un deuxième seuil aux alentours des 110 et une VO2 max aux alentours, comme on l'a dit, des 40 millilitres par kilo par minute. Et donc, ce qu'on regarde après, c'est les pourcentages. Ici, on a 43% au niveau du premier seuil. Donc, c'est vraiment la priorité de travail pour toi. Et deuxième priorité, ce sera de faire remonter ta VO2 max également, qui peut être un petit peu plus haute. Et après, si on regarde les différents systèmes physiologiques, ce qui a à travailler en priorité, c'est l'aspect métabolique et la fonction respiratoire un petit peu également. C'est bon jusqu'ici? D'accord. L'aspect métabolique, c'est quoi en fait? En gros, c'est ta capacité à utiliser, dans ce cas-là, à être moins dépendante des sucres et à mieux utiliser les graisses comme substrat énergétique. Donc, c'est ce qui va être engendré par le travail de basse intensité. Tu verras dans le rapport plus tard. Je t'expliquerai un peu à quoi ta courbe ressemblera à l'avenir après que tu aies fait un petit peu de travail de basse intensité. Donc là, au niveau du système respiratoire, tu es top au niveau capacité. Tu as beaucoup de place. Tu peux voir les pourcentages par rapport à la norme pour ta taille. Ouais. Et après, ce qu'on voit ici, c'est par contre une possibilité d'amélioration au niveau de ta fonction respiratoire. Donc, pour faire très simple, respirer moins souvent et respirer plus profondément. D'accord, ok. Ouais. J'ai tendance à respirer vite pendant les workouts et pas de prendre des grandes inspirations. Donc voilà. Je pense que… Ouais, et ben ça, c'est déjà une chose que tu peux facilement travailler déjà dans les entraînements de basse intensité. Commence par là et intègre ce travail avec fréquence respiratoire basse. Donc, quand tu es à très basse intensité, tu devrais facilement pouvoir respirer à 10 respirations minutes. Donc, 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration. Ça devrait être assez simple de faire ça. Si ce n'est pas simple tout de suite, ça prend un petit peu de temps, mais ça se travaille assez bien. Donc, ça, ce serait la première chose à faire. Tu vois que théoriquement, tu devrais pouvoir utiliser presque 4 litres d'air par respiration et tu n'en utilises que 2,6 litres. Donc, tu as largement… D'accord, et c'est parce que je ne respire pas bien en gros. Tu respires en gros trop vite et pas assez profondément, de manière générale. D'accord. Et donc, ce que ça va faire, plusieurs raisons pour lesquelles tu vas vouloir respirer un petit peu plus lentement. Un, tu minimises le nombre de répétitions que tu effectues par minute. Donc, tu minimises l'espace mort qui est les 150 à 200 millilitres qui ne touchent jamais en fait tes poumons, mais que tu dois bouger quoi qu'il arrive. Ça reste dans les conduits si tu veux. Et tu n'as pas le choix. Tu dois bouger cet air-là, mais tu ne peux pas l'utiliser. Et donc, plus tu respires fréquemment et plus ce volume est grand. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que tu veux vraiment essayer d'utiliser toute la surface d'échange au niveau des poumons, donc bien remplir tes poumons jusqu'en bas. Et troisième raison, tu vas respirer un peu plus lentement. Tu vas certainement garder un peu plus de CO2 dans ton corps. Et le ressenti de ça, c'est simplement que tu as besoin de prendre une respiration. Donc, quand tu retiens ta respiration et qu'ensuite tu as besoin de respirer, ce n'est pas à cause du manque d'oxygène, c'est parce que tu as une accumulation de CO2 qui se fait. Donc, si tu apprends à tolérer ça un petit peu mieux, ce qui va se passer, ce qu'on verra au niveau de l'extraction de l'oxygène, le chiffre tout en bas ici, on verra ce chiffre tomber étant donné que plus de CO2, ça veut dire une meilleure extraction de l'oxygène. Donc, ce qui veut dire encore une fois, pour chaque respiration que tu prends, l'oxygène que tu consommes, il est plus haut parce que tu es plus efficiente sur cette extraction. OK? D'accord. Génial. Donc là, c'était la respiration. Système cardiovasculaire, pas grand-chose à dire. J'aimerais bien voir des valeurs au repos en dessous de 60. Et ça, en général, et comment je fais pour améliorer ça du coup? Tu verras que si tu fais du travail de basse intensité 1 à 2 fois par semaine pendant 5 à 10 semaines, tu vas voir ces chiffres qui devraient tomber assez rapidement. Descendre, ok. Parce que c'est vrai qu'en général, je suis toujours aux alentours de 60.
C'est très rare que je descende en dessous, avec la montre en tout cas. Même si je suis sur le canapé ou des trucs comme ça, tranquille, c'est rare que ça descende en dessous. Ouais, donc tu devrais voir ces valeurs descendre au fil du temps avec le travail de basse intensité. OK? On est bien autrement au niveau des différentes valeurs cardiaques, rien à signaler. Au niveau métabolique, donc ce que je t'ai noté là, ce qu'on va regarder, c'est la courbe de lactatémie, donc les petites prises que je t'ai fait à l'oreille à chaque intervalle. Ce qu'on voudrait voir, c'est en gros un plat tout en bas ici et ensuite une montée. Ce qu'on voit chez toi, c'est y a pas vraiment, il y a un plat, mais le plateau, il se fait à des valeurs qui sont assez hautes, donc 2,5 environ, si tu regardes ici en moyenne. Et ensuite, ça commence à monter. Et donc, l'idée, c'est que ça nous indique que potentiellement, tu es plutôt dépendante des sucres, même à basse intensité. Et ce qu'on veut faire, c'est pouvoir shifter un petit peu ça et faire en sorte que tu utilises plus de graisse et moins de sucre. Et pour passer par là, il faut en gros t'entraîner à des intensités qui sont très basses et qui vont justement avoir des valeurs de lactatémie qui sont basses également, d'où la limite à 60 que je t'ai mise pour la basse intensité, ce qui est très très bas, ce qui devrait s'améliorer assez rapidement. Donc, si tu travailles autour des 50 watts pendant un petit moment, tu devrais voir en tout cas sentir une bonne amélioration. Et un des repères que tu peux prendre, c'est ta fréquence cardiaque. Donc, ce qu'on avait mesuré sur le test, c'était à peu près 105 BPM après les 4 minutes à 50 watts. Okay, donc, à toi de voir sur les prochaines semaines d'entraînement comment ces valeurs-là évoluent. Idéalement, si tu ne portes pas la ceinture tout le temps, porte-la sur ta première séance, porte-la sur une séance d'ici 2 à 3 semaines et regarde l'évolution de ta fréquence cardiaque à cette intensité-là. On devrait voir une baisse de la fréquence cardiaque de manière générale pour une intensité donnée au fur et à mesure que tu progresses. D'accord? Juste pour donc, le lactate, du coup, je te ferai une question débile, mais c'est ça qui pourrait expliquer que le matin, j'ai du mal, si je fais un workout le matin, je vais me sentir assez vite pas bien. Est-ce que c'est du fait que j'ai besoin d'utiliser le sucre et qu'ils ne sont pas encore là ou ça n'a rien à voir? Non, c'est une bonne question. Est-ce que tu manges le matin avant d'aller à la salle? Alors, en général, oui, je mange. J'essaie de manger 2 heures avant l'entraînement. Mais j'ai beaucoup plus de mal s'il y a un WOD qui est assez intense le matin. Je vais souvent me sentir pas trop en forme, alors que le soir, ça me pose pas trop de problèmes. D'accord. Le soir, tu manges normalement ou tu as certaines restrictions ou contraintes alimentaires à respecter? Je mange normalement parce que j'ai fait un programme avec une nutritionniste. Donc après, c'est des repas qui sont adaptés à la quantité de sport que je fais. Mais c'est vrai que le matin, de manière générale, après, si je me suis levée tôt, de 2h30 à 3h avant et que j'ai bien mangé, ça va. Mais c'est vrai que j'ai eu des fois où si je mange un peu vite et que c'est trop proche du workout, j'ai un peu du mal quand même. Alors, je pense que c'est plutôt lié à la proximité du repas, vu ce que tu mentionnes là, et le fait que si c'est trop proche, ton estomac il n'a pas fini de digérer. En gros, ton estomac il va prendre beaucoup de sang de ton corps pour effectuer la digestion. Et c'est du sang qui n'est donc pas disponible pour tes muscles qui doivent travailler très, très dur. Au moment, c'est un peu comme c'est pas exactement la même chose, mais c'est un petit peu comme, c'est un petit peu la raison pour laquelle nos parents ils nous disaient saute pas dans la piscine après avoir mangé. Parce que tu as le sang qui est au niveau des organes et de l'estomac. Et après, tu as une régulation de chaleur qui doit se faire assez rapidement au niveau de la peau. Et donc, tu as ce changement rapide au niveau de la dynamique de flux sanguin. Et à mon avis, c'est plus ça qui te gêne le matin qu'autre chose. Mais par contre, pour aller un peu plus loin sur le côté substrat énergétique, je pense que ce que tu verras avec je pense déjà, alors quelques séances, en général, ça prend quand même 6 à 8 semaines pour montrer le bout de son nez, mais donc après 1 ou 2 mois d'entraînement, tu devrais commencer à sentir une bien meilleure endurance, une bien meilleure récupération, potentiellement même des améliorations au niveau de ta qualité de sommeil, etc. Donc tout ce qui est de résistance à la fatigue, en gros, qui devrait s'améliorer. Donc voilà, je sais que je te donne des valeurs d'entraînement qui sont très, très, très basses. Mais ça va te faire du bien sur le long terme. Et puis, je serais curieux de voir aussi l'effet sur tes WOD un petit peu plus intenses. Ce serait intéressant de voir ça aussi.
Au niveau des différentes zones, donc je te les ai mises ici selon les différents types d'entraînement que tu vas faire. Et ça, c'est pour le bike, étant donné que tu as fait les tests sur le bike. Ok, tu peux malheureusement pas transférer ça sur les autres modalités parce que ton corps n'est pas dans la même position, tu n'as pas la même quantité de masse musculaire qui travaille, la dynamique de mouvement est différente. Donc, toutes ces choses-là, elles vont changer. Mais pour le bike, tu peux utiliser ces valeurs-là. Pour le moment, je pense que le 60 watts, il va certainement monter assez rapidement avec un petit peu de travail tout en bas ici. Et donc, ce que je te dirais, c'est respecte ce 110 BPM. Et si dans un mois ou deux, 110 BPM, ça veut dire que tu peux être à 60, 70 ou 80 watts, c'est parfait, tu peux y aller. En gros, respecte les BPM et 110, c'est vraiment la valeur haute et c'est une que tu ne souhaites pas dépasser. Donc, le but, ce n'est pas de faire toute ta séance à 110. Idéalement, tu es même à 100 ou à 105. D'accord, ok, voilà. En dessous, ouais. Exactement. Parce que c'est vrai que je n'ai pas tout le temps accès à un vélo. Je vais peut-être en acheter un, mais je fais donc de la course à pied vraiment. Donc, j'ai réussi à faire de la course à pied à peu près à 110. Par contre, ma montre, elle me dit que je suis plus en zone 1 qu'en zone 2. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste la montre. Et j'arrive à garder assez constant ce rythme cardiaque. Du coup, j'ai fait 4 km en 9, c'est à 9 minutes par kilomètre à peu près. Et après, j'ai fait du rameur aussi. J'étais en moyenne à 84 watts pour le rameur, pour avoir à peu près cette fréquence cardiaque de 110, quoi. Ok, mais tu écoute, me dis c'est bien. Peut-être un petit peu en dessous. 110, c'est le plafond ou quoi? Alors, 110, c'est le plafond haut sur le bike. En prenant en compte que la course à pied, en général, ça va être plus haut. Donc, si tu as réussi à courir, tu as couru assez lentement, j'imagine, pour arriver à un… Ouais, assez lentement, Ouais. Écoute, non, honnêtement, c'est bien. Et la course à pied, c'est le plus dur parce qu'en général, les gens, ils vont toujours beaucoup trop vite. Donc, 9 minutes par kilomètre, ça me semble tout à fait cohérent. Et si tu arrives à rester à 110, sur les mois qui viennent, tu vas voir des bonnes améliorations de ce côté-là. Ça va prendre du temps. C'est des choses qui prennent du temps à changer. Mais c'est des choses qui vont durer et qui vont aussi se transférer sur ta plus haute intensité. Donc, je pense, de manière générale, tu peux te dire 110 sur le bike et le rameur. Et la course à pied, si tu arrives à rester à 9 minutes par kilomètre, bravo, chapeau bas et continue comme ça. En fait, j'ai une copine qui fait des marathons et elle a eu pendant longtemps un coach privé pour la course. Et du coup, elle m'a montré comment courir tout doucement. Et au départ, c'est bizarre, mais une fois qu'on s'est habitué, ça va, c'est un peu bizarre, mais ça… Et finalement, je tiens plus longtemps aussi, parce que normalement, j'arrive à faire du 5,30 au kilomètre, mais là, c'était pas mal finalement de maintenir comme ça. Donc, des fois, je me dis pour alterner un petit peu, parce que c'est vrai que c'est long de rester plus d'une demi-heure sur un vélo ou sur un rameur, alors que la course à pied, je trouve que comme le paysage change et tout, avec la musique dans les oreilles, c'est aussi facile d'alterner un petit peu. Ouais, tout à fait d'accord. L'alternative, c'est un vélo d'extérieur et tu peux aller faire un tour. Ça marche bien aussi. Mais honnêtement, la course à pied, si ça te plaît et que tu arrives à courir à ces vitesses-là, c'est très, très bien. Continue comme ça. Regarde pour avoir peut-être un point de repère au niveau performance sur un 2 kg, 3 kg, 4 kg ou 5 kg. Et reteste ça d'ici 2 mois. Si tu arrives à faire de la course à pied à ces basses vitesses au moins une fois par semaine, même sans faire de travail de haute vitesse. Alors, faisons un petit peu de temps en temps quand même, mais j'imagine que tu vas retrouver de la course dans les watts de toute manière. Mais ce serait intéressant de voir justement avec ce travail à très, très basse vitesse, le transfert que ça va avoir sur tes courses un peu plus rapides. Je serais pas surpris de voir des bons retours de ta part. Ok. Donc, c'est très, très bien là-dessus. Bien joué d'avoir commencé avec la course à 9 minutes par kilomètre. Il y en a peu qui le feront parce que ça va pas très vite. C'est un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est tout doucement, mais bon. C'est pas mal, ça fait moins mal au final au niveau des genoux, des trucs comme ça. Je trouve que finalement, c'est beaucoup plus agréable que d'essayer d'aller dans la vitesse où après, je vais taper plus fort sur les genoux et à la fin, des fois, j'ai un petit peu une douleur sur un côté. Donc, ouais. Il y a ça et n'hésite pas à ajouter 2-3 minutes à ta course chaque semaine. Donc, reste pas juste sur 30 minutes, c'est très, très bien, c'est un bon point de départ, mais dis-toi que c'est la durée au final qui va engendrer un maximum de bénéfices. Et donc, ne te dis pas, là, je vais aller un peu plus vite parce que ça va mieux. Non, va un peu plus long. 25 minutes de plus, va 10 minutes de plus. Et comme tu l'as dit, en courant plus lentement, tu vas pouvoir accumuler plus de volume. Et c'est ça, au final, qui va avoir le plus de points positifs pour toi.
Donc, D'accord, ok. n'aie pas peur de faire un petit peu plus tant que tu respectes bien cette intensité basse. Ok. Je t'ai mis comme priorité entraînement, donc endurance fondamentale. C'est très bien que tu aies commencé sur la course, comme ça tu as déjà un bon ressenti. Tu peux le faire aussi sur rameur, tu peux le faire aussi sur vélo. En gros, tu devrais pouvoir respirer, comme on a vu tout à l'heure, à des fréquences très très basses, de manière très aisée. Tu devrais pouvoir respirer par le nez sans souci Ouais. et vraiment avoir une fréquence respiratoire qui soit largement en dessous de 20. Ok, donc si tu te trouves à commencer à avoir de la peine à discuter, c'est que tu vas certainement un petit peu trop vite, peu importe la Ouais, je vais trop modalité. vite. Ouais, J'ai fait cette semaine 30 minutes sur le rameur ouais, à 84 watts parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais tranquille. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que le rameur, justement, ça permet de faire ces grandes inspirations et expirations ouais. par rapport au mouvement, en fait, où on tire et puis après on relâche. Ouais. Et ça permet vraiment de faire ces grandes inspirations et ces grandes expirations, en fait, qui vont avec le mouvement. Parce que du coup, à cette intensité, je ne fais pas beaucoup de stroke, donc du coup, c'est assez facile de suivre avec la respiration. Tu sais, Par contre, c'est vrai que tu sais à combien de coups par minute tu étais? 28 à peu près. D'accord. Alors, je veux carrément que tu fasses tomber ce chiffre à 20 ou même à 18. 20, d'accord. Ok? Ça va Ok. pas mal changer la façon dont tu rames déjà. Et donc, ça va faire que, en gros, tu as un petit peu plus de force qui doit être développée sur chaque coup. Ok, ça, c'est Ok. normal. Et bah, ça te donnera encore plus de temps pour respirer tranquillement parce que 30, c'est déjà assez rapide, en fait. Et donc, à Ok. basse intensité, je veux que tu puisses faire du 20, même du 18 assez facilement. OK? Ok. Ouais, c'est pas. Faut presque repenser un petit peu la façon dont tu rames parce que tu peux plus vraiment te précipiter. C'est vraiment une rep, Ouais. une pause à la fin, tu reviens, une rep, une pause à la fin, Ok. tu reviens. Ok. Si tu as un doute sur la technique, n'hésite pas à m'envoyer une petite vidéo sur WhatsApp. Comme ça, je peux te donner deux, trois Ouais. points pour travailler. Mais écoute, c'est bien. Tu allais rajouter quelque chose avant. Désolé, je t'avais coupé. Vas-y. Non, je voulais dire, la question que je me pose, c'est qu'en fait, quand je vois les durées en fait, d'exercice, c'est vrai que souvent, c'est difficile pour moi. Bon, la course, je peux faire 45 minutes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais souvent, je fais ça en post-WOD dans l'open gym et en général, j'ai une demi-heure à peu près ou sur l'assaut bike ou sur le rameur. C'est pareil de faire, par exemple, 3 fois par semaine 30 minutes ou 2 fois par semaine 45, ou il vaut mieux faire vraiment les 2 fois par semaine 45-50 minutes. Alors, si tu arrives à placer de manière d'une manière qui fonctionne bien pour toi, si tu arrives à placer 3 fois 30 minutes, je te dirais commence avec ça. Après, D'accord. une fois que tu sens que tu as bien progressé avec ça, la prochaine étape, ce sera de te dire, je vais faire peut-être 2 fois 30 minutes et après, la troisième, c'est plus sur un week-end et je vais essayer de faire un peu plus long. Parce qu'au final, D'accord. ce genre de séance, à un moment donné, il faut commencer à aller plus long. Et donc, voilà, 3 fois 30 pour commencer, c'est très, très bien. Honnêtement, c'est vraiment top si tu arrives à le faire. En plus, si tu arrives à mixer un peu les modalités, c'est parfait. Ouais. Et puis, voilà, au fur et à mesure, si tu te sens bien, peut-être qu'une fois, tu fais que 20 minutes et puis la fois d'après, tu fais 40. Donc, tu essayes de condenser et de faire en sorte qu'une Ouais. des séances devienne un petit peu plus longue. Donc, voilà, dans la mesure du possible, sur la durée, tu vas augmenter la durée d'une de tes séances pour qu'elle soit un petit peu plus longue que les autres. Mais Ok. pour commencer, 3 fois 30, c'est top. Et ça sert à rien de faire 4 fois 30, du coup, ça ira pas plus vite. Il vaut mieux faire 3 bonnes séances que d'essayer de faire 4 fois 30. Parce que, en fait, je peux, hein, c'est pas, parce que j'ai souvent l'open gym après le WOD, mais souvent je fais de la renfo au niveau musculaire. Ouais. Et je me dis, je peux caler presque tous les jours les 30 minutes. Est-ce que c'est quelque chose qui permettra de progresser plus vite ou ça sert à rien Oui, de. oui, oui, tu vas, D'accord. tu, tu vas vraiment sentir ces progrès, surtout si, comme tu l'as déjà bien fait pendant la course, tu respectes bien les intensités de travail. Ok, Et d'accord. juste parce que dans 2 semaines ou 3 semaines, ça devient plus facile, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 10 watts de plus. Ça veut juste dire qu'il faut Ok. mettre 10 minutes de plus et continuer à progresser comme ça. Alors, le temps, mais pas la puissance. Ok. Voilà, exactement. Pour l'instant, on reste sur la puissance. Après, encore une fois, comme je t'ai dit, si tu vois que pour une puissance donnée, par exemple sur le vélo, disons sur le rameur, à une puissance donnée, tu vois que tes fréquences cardiaques, elles baissent de 5-10 battements, voilà, tu peux pousser peut-être 5-10 watts de plus, mais Ok. ce n'est pas ton objectif premier. Ton objectif Ok. premier, c'est combien de minutes dans la semaine est-ce que j'arrive à me mettre dans cette zone-là et à Ok. passer du temps. Donc oui, si tu arrives à faire même plus de 3 séances, c'est top. En sachant que tu peux aussi te dire, je ne veux pas, entre guillemets, griller toutes mes cartouches tout de suite. Donc, je vais commencer avec 3 fois 30.
Et une fois que je sens que je l'ai bien assimilé et que je le tolère bien, et ben boum, je rajoute 30 minutes. Comme ça, ça te fait déjà une étape de progression possible. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, le rameur et le vélo, je disais, le problème, c'est le confort, quoi. Parce qu'au bout d'une demi-heure, déjà, on a mal, quoi. Et c'est vrai que la course à pied, c'est ce que je trouve le plus confortable sur la longue durée. Ouais. Parce qu'en courant doucement, j'aurais pu aller encore 5 km en plus sans problème, quoi. Et c'est confortable finalement. J'ai des bonnes chaussures et tout ça. Donc, c'est vrai que le vélo et le rameur, quand tu es calé au bout d'une demi-heure, déjà, c'est dur. Alors, si tu te sens bien sur la course, priorise ça et essaie de placer un vélo et un rameur de temps en temps aussi. Ouais. Mais si tu arrives à respecter le 9 par kilomètre, on est content. OK? Après, je t'ai donné quelques séances un petit peu plus spécifiques. Donc là, j'ai mélangé dans un premier temps la zone 2 et du travail de sprint. Okay. En sachant que ce travail de sprint, tu peux le faire soit sur un bike erg, idéalement sur un bike erg, mais si tu n'as pas accès à la salle, tu peux le faire sur J'ai un Asso Bike, c'est un peu plus violent. Ouais, exactement. C'est pas pareil. J'aime bien le travail spécifique sur le bike erg parce que c'est jambes uniquement. Mais si tu n'as que ça, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. Okay. Si tu as accès à un vélo, fais-le sur le vélo, mais sinon, fais-le sur la saut bike. Et les contraintes restent les mêmes. 20 secondes d'effort maximal, 3 minutes de repos, repos complet. Donc, tu peux aller marcher 3 minutes, par exemple. Et ensuite, tu repars. Et après, en gros, je t'ai mis c'est un exemple de progression, mais pour que tu connaisses un peu les contraintes, en gros, on a entre 10 et 30 secondes de travail en continu, qui sont tous des efforts supramaximaux, donc all-out. Et on a au total 1 à 1 minute 30 de travail sur la séance. OK, donc tu peux les couper en 20 secondes, en 10 secondes, en 30 secondes, faire un mélange. Le but, c'est simplement d'avoir ces efforts en supramaximal. D'accord? Et ça aussi, il faut le faire donc 2-3 fois par semaine. Alors ça, tu peux le faire. Si tu fais une fois par semaine les sprints et une fois par semaine le travail de VO2 max, ça va déjà être bien. T'as pas, surtout si tu fais des WOD assez fréquemment, je te dirais, ne rajoute pas 2 grosses séances de vélo, donc là d'intensité, en plus de tes séances, de WOD. Donc faut. Donc par exemple, je peux faire, si je fais 30 minutes de rameur dans la zone 2 et après je fais les 4 sprints sur le bike. Ouais. Je fais ça une fois dans la semaine et la zone 2, je le fais donc du coup 3-4 fois dans la semaine. La zone 2, tu peux la faire. Il n'y a pas vraiment de limite supérieure en fait au volume que tu peux effectuer. C'est simplement après Après, c'est juste encore, et je le répète tout le temps parce que c'est la plus grosse erreur que les gens font, c'est juste respecter l'intensité et t'assurer que tu récupères bien et que tu te réhydrates bien et que tu te nourrisses bien par rapport à ce volume supplémentaire. Donc, si tu commences à faire 3-4 fois 30 minutes par semaine en plus de ce que tu fais déjà, tu vas avoir faim et il va falloir manger un petit peu plus. Donc, il va falloir ajuster un petit peu de ce côté-là. OK? J'ai un bon programme avec la nutritionniste, donc je pense que de ce côté-là, ça va. Je bois aussi presque 3 litres d'eau par jour maintenant. Donc c'est vrai que je pense que ça, c'est par rapport au volume d'entraînement que je faisais. Ouais. Après, c'est vrai que le sprint, je pense que c'est pas mal pour moi parce que même dans les WOD, en fait, le problème, c'est que j'ai tendance à me retenir parce que j'ai pas envie de passer ce point, en fait, où je peux plus après rien faire. Donc en général, dans les WOD, quand je vois déjà que je commence à avoir du mal, je vais me calmer un petit peu et je ne vais pas pousser. Il y a plein de gens qui poussent jusqu'à l'éclatement. Et en fait, en général, j'ai peur d'arriver à ce point-là, donc je ne le pousse pas forcément. Et je pense que ces sprints-là, ça peut être intéressant justement parce que c'est 20 secondes où on y va, mais après, je sais que derrière, il y a 3 minutes de repos. Donc ça va peut-être m'aider à ne pas avoir peur en fait, d'aller dans cette zone-là où j'ai du mal, quoi. Ouais, tu vas définitivement apprendre à connaître tes retranchements un petit peu mieux. L'idée, c'est vraiment de mettre le pied au plancher, donc de rien retenir. Même si tu es un peu fatigué et que tu as déjà un petit peu mal aux jambes, le but, c'est vraiment d'y aller à fond. Et après, sur les séances de VO2 max, je te les ai écrites pour le vélo, mais tu peux les faire sur un assaut de bike, par exemple, en sachant que tu devrais pouvoir compléter 10 répétitions de 30 secondes fort. Donc, ce n'est pas du à fond, mais c'est du 8 sur 10, 15 secondes très tranquille. Et tu alternes en fait 30 à 8 sur 10, 15 secondes tranquille. Et ce que tu devrais sentir, c'est qu'après 5-6 répétitions, donc au milieu de la série à peu près, tu as une demande au niveau respiratoire qui est élevée. Okay, donc, tu devrais sentir que tu as vraiment besoin de beaucoup bouger d'air. C'est l'objectif en fait de la séance au niveau de la VO2 max, c'est
pousser ton corps à consommer proche du maximum d'oxygène qu'il peut consommer et de rester à ces niveaux-là pendant des périodes prolongées. Donc, les 2-3 premiers intervalles, ce n'est pas trop dur, ça ne devrait pas être trop dur, mais c'est vraiment sur l'accumulation des répétitions que tu vas sentir le travail qui commence à s'ajouter. Et tu vas faire donc 2 blocs de 10 fois 30-15 avec 5 minutes de repos actif entre les deux. Okay. Et ça, c'est dans la même journée? Non, ça, c'est tout des séances séparées. Okay, donc, et après, encore une fois, c'est… Alors, les 2 fois 10 fois 30-15, ça, c'est une séance. Une séance, d'accord, ok. Ouais. Mais il ne faut pas que je fasse toutes les… Il faut que je sépare la zone 2, le sprint et la VO2 à des jours différents. La zone 2, tu peux la mettre soit avant, soit après un de ces entraînements. Ça ne dérange pas. Après, fais pas les sprints et la VO2 max ensemble parce que ça ne va pas très bien fonctionner. Et idéalement, au lieu de rajouter une séance d'intensité, si tu fais déjà plusieurs watts par semaine, tu remplaces une des grosses séances de vélo ou de cardio ici à la place d'un de tes watts. Même si, par exemple, si tu ne veux pas faire moins de watts disons que tu en fais 4 et que tu veux en faire quand même 3, tu peux faire une semaine ton travail de sprint, une semaine ton travail de VO2 max et alterner comme ça. Donc, en fait, ta progression, elle va te durer 6 à 8 semaines, je veux dire le double, donc 12 à 16 semaines. OK? Est-ce que ça joue pour toi? Oui, je pense que je vais essayer de me faire un petit planning et voir un petit peu comment je peux intégrer tout ça parce que je fais des watts tous les jours, mais en fait, je ne fais pas tout le temps du crossfit. Je m'alterne entre… En fait, je fais 2 séances de crossfit par semaine, 2 séances de HIIT, une séance d'endurance et une séance d'Olympic lifting. Donc, en fait, je ne fais pas que des watts violents. Je fais aussi 2 fois par semaine du HIIT et en fait, c'est surtout en fait, des petites sessions. En fait, il y a 30 secondes de travail, après 10 secondes de repos et on change d'exercice. Et je fais des séances comme ça. Donc, c'est vrai que j'essaie de combiner un peu tout. Et après, en général, j'ai la gym où je peux faire ou de la renfort musculaire ou des exercices comme ça. Donc, je pense que je vais essayer d'intégrer ça comme ça, enfin un peu de renfort et puis après intégrer ces séances-là. Ce que je ferais si j'étais toi, je te dirais pendant 8 semaines, enlève soit un WOD et un HIIT ou 2 HIIT ou 2 WOD selon ce que tu préfères garder. Fais ce travail-là et ensuite reviens sur ton planning original et regarde comment tu te sens par rapport à tout ce que tu fais ou ce que tu faisais avant. Parce que il faut faire un petit peu de place en gros pour pouvoir faire ce travail et le superimposer sur tout ce que tu fais déjà. À mon avis, ça va faire beaucoup. Ça va pas trop. Ouais. Donc, mon conseil, ce serait fais un petit peu moins de ce que tu faisais avant pendant un certain temps, fais ce travail spécifique et reviens plus tard et regarde les effets que ça a eu sur… Ouais, je le jouerais comme ça si j'étais toi. Ok, super. Ça joue? Ouais, super. Écoute, merci. Pas de souci et n'hésite pas pendant tout ça à me faire des retours. Tu as mon WhatsApp, donc tu m'écris un message sans autre si tu as des questions ou quoi que ce soit. Les mesures de la montre et tout ça sur la course et le rameur, juste pour te donner des conseils, voir si je suis dans la bonne zone où il faut que je change certains éléments. Ouais, super, c'est parfait comme ça. Magnifique. Si tu n'as pas d'autres questions, on passe du coup à Guillaume. C'est bon pour toi, Marine? Oui, super. Merci beaucoup. Génial. Guillaume, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va bien, merci. Alors, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, c'est tout bon. Alors, c'est parti. Donc, pour toi, on est parti à 100 watts. On a fait des paliers de 15. On est arrivé à 265. Tu l'as terminé, celui-là. 52 de VO2 max, 4 litres 0 en absolu, 183 BPM. Et ici, donc, on a un premier seuil à 145 watts, un deuxième seuil à 200 et des pourcentages à 52 et 74. Et donc, en priorité d'entraînement, on a du seuil 1 et deuxièmement du seuil 2. Et après, au niveau des systèmes physiologiques, un petit peu de travail potentiellement à faire au niveau de la capacité respiratoire et une priorité au niveau métabolique également. Ça joue pour toi jusque-là? Super. Tu m'arrêtes si tu as des questions. Donc là, un très bon volume pulmonaire. Tu as fait quoi comme sport étant plus jeune? Rien très
rien de manière soutenue. Je fais un peu de tous les sports comme tous les gamins, tu vois, mais rien de… Ok. Pas de natation dans ton passé? Si, j'ai fait un peu de natation quand j'étais tout gamin et pas mal de courses en fait. Hein. J'allais courir après. Et voilà. Ok, ça marche. Donc, tu as, un très bon volume et par contre, de manière relative, ta puissance expiratoire est assez basse, malgré le fait que tu as quand même 4 litres 8. Donc, tu as potentiellement une petite limitation de ce côté-là, mais voilà, 5 litres, c'est quand même pas mal de place pour bouger de l'air. Donc, normalement, ça ne devrait pas être un gros souci. En termes de fréquence respiratoire, tu étais bien en début de test. Tu peux voir que tu étais dans les 15-20 respirations minutes jusqu'à ce que ça ait commencé à monter à peu près 175 watts. Volume courant, on est pas mal. Tu es à 3 litres 4 avec un potentiel de 4 litres 1. Donc, on est proche. Une bonne VO2 max. Extraction d'oxygène, on est sur le même plan que ce que j'avais dit à Marine, c'est-à-dire que si tu peux en gros respirer un petit peu moins d'air chaque minute, en respirant un petit peu plus lentement et avec plus de volume, ce qu'on devrait voir, c'est voir ces chiffres qui descendent un petit peu et donc qu'on puisse en gros extraire plus d'oxygène avec chaque respiration. Ça joue pour toi? Okay. Oui, c'est bon, c'est bon. Je te dirai après les questions que j'ai posées. Je préfère te laisser dérouler, c'est peut-être plus simple comme ça. Ok, ça marche. Donc là, fréquence cardiaque au repos 49, on est bien, une bonne amplitude cardiaque. Récup cardiaque, on a des bonnes valeurs aux plus basses intensités, autour des 30. On a des valeurs de récup qui sont assez basses à haute intensité. Donc, ça, ce serait intéressant de voir avec les entraînements ce qui peut changer à ces intensités plus élevées. Au niveau métabolique, donc là, on a un petit peu de travail à faire. Ce qu'on voit ici, donc une courbe un petit peu différente de celle de Marine, mais quoi qu'il arrive, des valeurs absolues qui sont quand même assez hautes, donc en dessus de 2 millimoles, même à des intensités qui sont très, très basses. Et donc, ce qu'on devrait voir, encore une fois, avec du travail à basse intensité, c'est plus d'économie à l'effort, une meilleure récupération, que ce soit pendant une séance, entre les séances, une meilleure tolérance du volume d'entraînement, de l'intensité d'entraînement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de viser avec le travail de basse intensité qui va être centré autour de ce… Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit au niveau du premier seuil, 145 watts. Donc, ce travail aux alentours des 130 watts. Comme tu peux le voir ici, 130, c'est là où tu as la valeur minimum qu'on a mesurée pendant le test à 2,1. Et donc, en général, là, on n'a pas la courbe, mais si on avait une courbe d'oxydation des graisses, eh ben, on verrait certainement un pic aux alentours des 130 watts. Et ensuite, ça commence à redescendre. En gros, quand le lactate monte, eh ben, l'oxydation des graisses tombe. Et donc, on va viser du travail à cette intensité-là pour ta basse intensité. Donc là, on a tes différentes zones d'entraînement. Pareil que Marine, c'est pour le vélo. Et ce que je t'ai mis là, c'est en travail d'endurance fondamentale pour commencer, du travail en puissance maximale et en option de la puissance expiratoire au niveau respiratoire. Là, on part sur 2 séances qui sont axées puissance. Une qui est axée un petit peu plus sprint supramaximal, tout comme Marine. Et l'autre séance, tu as des sprints qui sont supramaximum et qui sont répétés. Okay, donc ça aura un impact autant sur ta récupération à haute intensité, autant sur ta résistance à la fatigue, autant sur ta récupération aussi certainement à haute intensité au niveau cardiaque. Donc ça, c'est des efforts qui sont difficiles, okay, parce que c'est des efforts supramaximaux avec assez peu de repos entre. Donc là, on va plus être sur de la puissance pure et là, on va plus être sur de la capacité de sprint, donc capacité à répéter ces efforts-là. Et c'est en général du travail qui a un bon transfert également sur tout ce qui est du travail de force. Donc ça, c'est toujours une bonne chose à rajouter et ça change un petit peu du travail qui est fait en général dans le CrossFit. Ce que tu peux faire, c'est un test 4000 mètres bike erg pour commencer et pour terminer la progression, pour voir dans quelle mesure tu peux améliorer tout ça. Et ici, de manière à intégrer tout ça, je t'ai mis des zones 2 avant les séances de sprint. Mais comme on a discuté avec Marine après, c'est des choses qui peuvent être faites après également, qui peuvent être faites après des WOD, qui peuvent être faites en séance un petit peu dédiée.
Donc ça, il y a pas mal de flexibilité sur l'intégration de ce genre de travail. Comme on a dit avec Marine, 3 fois 30 minutes, 2 fois 45 minutes, c'est très, très bien pour commencer. Et après, si on veut progresser, on essaie de pousser un petit peu les minutes chaque semaine. Ok. Alors, dis-moi, du coup, si tu as des questions. En fait, en lisant le doc, j'ai essayé de faire un peu les liens entre toutes les données que tu as dans ton document. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Alors, je ne sais pas, je vais te dire ce que j'ai compris. J'essaye de synthétiser et tu me dis si je suis dans le juste ou pas, histoire que au-delà d'appliquer ce que tu dis, je comprenne quand même comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc, si je comprends, je ne prends pas assez d'air par rapport à ma capacité respiratoire. Tu me disais tout à l'heure qu'il fallait que je respire peut-être moins vite, plus profondément, parce que je crois que j'ai 3,4 litres sur les 4,1. Et tu disais dans les interprétations volume courant sous-exploité. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que je travaille ça. En fait, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai une faible récupération cardiaque à haute intensité? Alors, pas nécessairement. Pas nécessairement dans le sens où on ne peut pas nécessairement tirer de lien causal entre les deux. Ton volume, il est assez constant au cours du test. Tu peux voir qu'en moyenne, tu es à 3,1, 3,2 tout au long du test. Donc, tu n'as pas une grosse baisse du volume courant en fin de test, qui est le cas pour certaines personnes qui n'arrivent plus à maintenir leur volume courant malgré des fréquences respiratoires ou quand les fréquences respiratoires augmentent de manière assez significative. Ce n'est pas ton cas. Donc là, on ne peut pas nécessairement faire de lien entre les deux. On ne peut pas nécessairement expliquer à quoi c'est dû le fait de ne pas avoir d'aussi bonne récupération à très haute intensité par rapport aux autres intensités. Par contre, c'est quelque chose que j'ai vu s'améliorer avec du travail de sprint et de sprint répété notamment, d'où la recommandation de faire ce genre de travail. Mais dans ce cas-là, le volume courant et ta coordination respiratoire n'est pas nécessairement lié directement à ta récupération cardiaque. Donc, ça veut dire que même si je prenais les 4,1 litres de volume courant, je ne récupérerais pas forcément mieux à haute intensité. Okay. Alors, pas directement au niveau cardiaque. Par contre, en général, ce que j'ai vu comme différence à ce niveau-là quand les gens travaillent cette coordination de manière un petit peu plus ciblée. Encore une fois, comme j'ai dit à Marine, dans un premier temps sur la basse intensité et ensuite ça peut être appliqué aux intensités un petit peu plus élevées également. C'est déjà un meilleur contrôle de sa respiration, c'est-à-dire que tu as moins souvent l'impression de perdre le contrôle de ta respiration et de partir en hyperventilation. Donc ça, c'est un des avantages. Et après, comme on l'a vu avant, en respirant un petit peu plus lentement. Et ce qu'on va voir aussi, c'est une meilleure extraction de l'oxygène, donc une meilleure économie à l'effort. Donc ça, ça se manifestera peut-être pas aussi bien sur des efforts très, très courts, mais c'est des choses qui vont certainement se ressentir un peu plus sur des efforts plus longs. Ok. Est-ce que c'est vrai que j'expulse pas assez en fait? Enfin, on l'a vu au test qu'on a fait avant l'effort, avant de monter sur le vélo, en soufflant dans la machine. Là. Est-ce que ça perturbe ma récupération à haute intensité? Non, étant donné les volumes que tu as à disposition, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand on s'est vu, j'ai cru comprendre qu'en fait, le CO2 était le véhicule de l'alimentation des muscles en oxygène. Oui, c'est une de ses fonctions. Le facilitateur, si tu veux bien, du détachement de l'oxygène de l'hémoglobine vers les fibres musculaires. Et du coup, le fait de pas l'expulser correctement, ça a un effet, on est d'accord? Alors, c'est intéressant parce que la conversation, elle peut se faire depuis les deux côtés. On peut dire, alors, tu as une puissance expiratoire qui est trop basse par rapport à ta capacité. Comme je te l'ai mis là, c'est, entre guillemets, une limitation, mais à mon avis, ce n'est pas nécessairement un facteur limitant dans ta performance.
Okay, parce que tu as quand même un volume qui est conséquent à disposition et tu l'utilises bien. On peut l'optimiser un petit peu, mais tu l'utilises quand même bien. Donc, je ne dirais pas que c'est ça qui te limite de manière absolue. Et oui, on veut avoir une certaine rétention de CO2, même à plus haute intensité, pour avoir cette meilleure extraction d'oxygène. Et donc, tu as avantage en fait à ne pas complètement te vider de ton CO2 aussi rapidement que tu le pourrais. Donc, d'avoir une certaine rétention, mais ça ne veut pas dire que… ça ne veut pas dire que tu ne veux pas, bien sûr, tu en auras besoin à certains moments, avoir des fréquences respiratoires qui sont hautes. Là, quand tu es à 40, 45 respirations minutes à plus haute intensité, eh ben, il faut bouger l'air rapidement. Et c'est cette puissance expiratoire qui va te permettre d'avoir, on va dire, un mouvement d'expulsion de l'air de manière générale, pas seulement du CO2, mais de l'air que tu as exploité, qui était dans tes poumons et que tu vas maintenant sortir pour faire rentrer de l'air frais. Donc, c'est là où cette puissance expiratoire vient jouer. Donc, il y a peut-être ce que je vois dans ce que j'ai mis au niveau des explications, l'expulsion du CO2 produit, c'est une des choses qu'on va chercher à faire, mais ce n'est pas la seule. Et c'est pas nécessairement, c'est pas, dans ce cadre-là, ce n'est pas nécessairement la priorité absolue, si je m'exprime bien. Ok. Bon, en gros, on veut bien expulser un max de CO2, mais on veut bien en garder un max aussi parce que ça facilite quand même. On ne sait pas trop ce qu'on veut, mais alors, il faut les deux. Tu veux garder du CO2, mais tu veux aussi pouvoir expulser l'air de manière générale rapidement pour pouvoir prendre ou effectuer ton prochain cycle respiratoire et reprendre de l'air frais. Donc, l'expulsion du CO2 produit, on pourrait un paramètre important pour les activités de haute intensité. Alors, peut-être qu'une meilleure terminologie dans l'explication, ça aurait été simplement une expulsion de l'air plus rapide pour pouvoir prendre ta prochaine bouffée d'air plus rapidement et de manière plus efficiente. D'accord. Et donc, l'expiration, c'est pas plus que ça pour le CO2, c'est plus pour laisser de la place, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. Ok. Si j'ai bien compris ensuite, j'utilise plutôt bien les 3,4 litres que j'absorbe. Ouais. Je relis en même temps ce que j'ai noté parce que j'ai lu quand tu l'as envoyé, donc c'était il y a quelques jours. Je recycle pas bien le lactate que je produis. C'est ça? Alors ça, c'est pas nécessairement une conclusion qu'on peut tirer. Un des défauts de la mesure de la lactatémie, c'est que c'est en gros ce qui reste après que tu l'aies produit et après que tu en aies réutilisé une partie. Donc, on ne peut pas vraiment dire si tu en as produit beaucoup et tu en as recyclé beaucoup ou vice-versa. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre les deux. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui reste dans le sang. Et en général, quand on a des valeurs plutôt élevées dans le sang à des intensités qui sont basses, ça nous laisse à penser qu'il y a peut-être une dépendance des sucres un petit peu plus importante que chez une personne qui aurait, si tu veux, cette courbe qui serait décalée vers le bas de peut-être 0,5, 1 ou 1,5 même millimol, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ok. Du coup, c'est ce que j'avais noté, c'est ce que j'avais compris. D'accord. Concrètement, le lactate, il sert à quoi? Alors, le lactate, c'est le produit de fin de la glycolyse. Donc, tu vas casser des sucres et le produit de fin, ça va être le lactate. Sa fonction, c'est une molécule qui a plusieurs fonctions importantes dans le corps. C'est un substrat énergétique en gros, c'est un demi-sucre pour faire simple. Et donc, ton corps va pouvoir le réutiliser comme source d'énergie également. Encore une fois, on ne peut pas directement mesurer ça, mais ça reste un substrat énergétique. Donc, c'est une molécule intermédiaire, si on veut, à ce niveau-là. C'est aussi une molécule de signalisation au niveau de l'oxydation des graisses. Donc, comme on l'a dit avant, en gros, plus tu as de lactate dans le sang et moins ton corps il va relâcher et utiliser des acides gras libres. Okay, donc ça, c'est un autre
un autre rôle. Il va ensuite être le précurseur de la gluconéogénèse au niveau du foie également, c'est-à-dire que tu vas aussi recycler du lactate dans ton foie pour recréer des stocks de glycogène pour ensuite les réutiliser. Donc, c'est aussi une molécule qui est utilisée par le cœur, par les organes vitaux, par le cerveau comme substrat énergétique. Donc, et j'ai certainement oublié une ou deux fonctions. Donc, c'est une molécule qui est en fait super importante. Je peux t'envoyer un papier après si ça t'intéresse de creuser un petit peu là-dedans. Il y a un papier assez récent qui passe en revue en gros tous les rôles du lactate comme on les connaît à l'heure actuelle. Et au final, c'est une molécule qui est extrêmement importante dans le corps humain. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en veut, c'est bien, mais on n'en veut pas trop quand même. Alors, elle est importante et on va de toute façon en avoir, mais on veut pas être dépendant des sucres au dépit de notre capacité à utiliser des graisses. Idéalement, on veut pouvoir utiliser les graisses de manière convenable pour être beaucoup plus efficient au niveau énergétique. Et au terme de notre économie de mouvement, il y a aussi, si tu regardes le lactate, et ça, c'est peut-être, on s'éloigne un petit peu peut-être du sujet directement, mais en général, quand tu as des niveaux de lactatémie qui sont plus élevés, tu as un stress au niveau métabolique qui est plus important également dans le corps. Ça va en général être lié à un état interne au niveau nerveux qui est plutôt sympathique. Alors que quand on veut pouvoir alterner entre parasympathique au repos, sympathique pendant les efforts de haute intensité, mais on ne veut pas tout le temps être allumé en termes de sympathique. Donc, il y a aussi ce côté-là où on veut, bien sûr, on en a besoin et on va de toute façon l'avoir et l'utiliser, le lactate, mais au repos, on voudrait en avoir le moins possible parce qu'on ne veut pas en être dépendant directement. Ok, donc le lactate est un sucre. Donc, c'est un apport énergétique, sauf que nous, on ne veut pas du sucre, on veut des graisses. Enfin, on ne veut pas puiser dans les sucres, on veut puiser dans les graisses. Surtout à basse intensité. À haute intensité, c'est clair qu'on va aller taper dans les sucres parce que c'est ça qui va nous donner la majorité de… Il faut le retarder le plus possible. Alors, c'est ça. Alors, c'est bien formulé. Je te dirais que si on parle d'un athlète de sport d'endurance, oui, c'est le but premier, c'est de retarder au maximum en fait ce point d'inflexion pour faire en sorte que le maximum d'intensité soit extrêmement efficiente au niveau énergétique. Pour un athlète de CrossFit comme toi, on ne veut pas nécessairement le retarder le plus loin possible parce que tu n'es pas un marathonien, tu vois ce que je veux dire? Tu es quelque part entre les deux, si tu veux, entre quelqu'un qui est pure puissance et force et quelqu'un qui est pure endurance. C'est un sport hybride, mais on veut quand même ne pas être complètement dépendant des sucres, surtout à basse intensité. D'accord. Bon, ok, donc j'ai compris. Génial. Ce que je n'ai pas compris par contre, c'est les ratios sur le travail de puissance expiratoire. D'accord. Si on peut y revenir. Puissance expiratoire, donc un de travail, un de repos. Donc là, c'est une erreur de ma part, ça devrait être 2 de travail, 1 de repos. Ça, c'est pas toi, c'est moi. Donc 60 secondes de travail, 30 secondes de repos à 15 respirations par minute. Donc ça, c'est une manière de le travailler. Il y a plusieurs manières de le travailler. J'aime bien utiliser ce tempo de 3 secondes sur l'inspiration, 1 seconde sur l'expiration, ce qui fait que tu as vraiment ce focus sur l'expiration rapide et forte. Et ça, c'est du travail qui peut être fait assez fréquemment. Encore une fois, pour toi, ça, c'est la 3e recommandation et c'est de loin pas la priorité à mon avis. Donc, si c'est du travail qui t'intéresse, ça peut être intéressant, mais c'est de loin pas le premier truc à adresser, on va dire. Ok. Bon, et ben, très bien. J'ai commencé déjà je voulais, avant de commencer vraiment la prog que tu as mis dans ton doc, là, je voulais attendre qu'on se fasse cette conférence, mais du coup, j'ai quand même commencé à faire de la zone 2, pas avec le même succès que Marine, parce que du coup, je l'ai fait au bike, mais c'est long. Oui. C'est frustrant. Enfin, voilà, il faut prendre son temps, faut accepter que ce soit long et chiant. Mais bon, c'est comme ça. J'ai essayé de le faire en vélo, avec un vélo d'extérieur, comme tu dis, c'est rigolo, hein, comme pour les crossfitters. Le vélo, c'est le bike erg, et puis à côté, il y a le vélo d'extérieur. Ouais.
sans grand succès, parce que je crois que je me suis fait doubler par les 4 seuls adhérents du club des cyclistes septuagénaires du hameau des Courpoussiers, à côté de chez moi, qui doit compter à peu près 126 habitants. Voilà, donc quand je les ai vus passer, me dire bonjour, bonjour, à côté de moi, là, comme ça m'a fait drôle. Enfin, j'ai pris un petit coup dans la fierté quand même. Alors, alors ça veut dire que tu étais sûrement à la bonne intensité. Ouais, non, mais je regardais, je surveillais ma montre et tout pour pas dépasser, justement, vraiment essayer de tenir le truc pendant 1h30, 2 heures de sortie. Mais voilà, quand tu vois les papis te doubler, ça te chauffe, quoi. C'est difficile de se raisonner à ce moment-là. Mais bon, du coup, c'était une expérience un peu bizarre. J'ai essayé en courant aussi. Ça relève plus du travail d'équilibrisme, à mon sens, parce que j'ai l'impression que quand je vais trop doucement, je manque de chuter, de perdre l'équilibre à chaque pas. Donc c'est pareil, c'est pas très fun. Je sais pas, bravo à Marine, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais bon, j'ai retenu ce que tu disais en fait tout à l'heure à Marine, j'ai noté ça, mon truc. En fait, on va pas. Quand on commence à se sentir à l'aise, le but, c'est pas de chercher à aller plus vite, c'est plutôt d'essayer d'aller plus long. Donc, bon, je garde ça en tête. Je pense que c'est un peu la règle que je vais me fixer pour avancer. Alors, j'avais une question. On a vu que j'ai un problème de puissance. On l'a vu sur le bike et puis je le vois au quotidien. Je veux dire, j'ai pas de force pure. Je suis pas un bon squatteur, etc. Donc, je vais essayer de le travailler aussi. Qu'est-ce que ça fait si je fais un travail de zone 2 sur 45 minutes, 1 heure, admettons, avant une séance de squat, après une séance de squat, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il faut pas? Est-ce que ça a aucune incidence? C'est une bonne question. Si tu as déjà pas mal de volume derrière toi et que tu le tolères bien à basse intensité, le faire avant, ça ne devrait pas poser trop de soucis. À choisir, je le ferai certainement après. Comme ça, tu es vraiment frais au niveau nerveux pour ton travail de renfort et tu fais ta zone 2 après. Et c'est peut-être même quelque chose que je te suggérerais sur ce que je t'ai mis au niveau des planifications là, c'est de faire un bon échauffement, de faire tes sprints et de finir avec de la zone 2 derrière. Mais ça va vraiment dépendre. Je te dirais, fais les deux et regarde comment tu te sens. Si tu sens que tu peux faire une très, très bonne séance de force après une demi-heure ou 3/4 d'heure de zone 2, eh ben, vas-y, fais-le. Il ne va pas y avoir de soucis de ce côté-là. Si tu te sens mieux en étant frais et de faire ton renfort avant de faire ta zone 2, fais-le plutôt comme ça. Donc, je pense pas qu'il y ait de réponse parfaite. Ça vaut la peine de tester les deux et de voir ce qui te convient le mieux. Bon, en tout cas, avant, après, c'est compatible. C'est pas quelque chose qu'il faut pas faire ensemble, quoi. Il y a très peu de choses qu'il ne faut pas faire ensemble. À mon avis, on se soucie un petit peu trop de ce concept des interférences, de se dire il y a telle qualité physiologique qui va aller à l'encontre d'une autre. Mais au final, dans un sport comme le CrossFit, ce n'est pas comme si tu avais le choix. Ce n'est pas comme si tu pouvais décider de quel stimuli tu pouvais appliquer ou pas, sur quel jour, parce qu'au final, il faut de tout et on a seulement tant d'heures dans la semaine pour le faire. Et donc, voilà, il y a certainement des manières d'optimiser. Est-ce que ce serait mieux de faire, si tu as 2 séances dans la journée, de faire une renfort le matin et après une zone de l'après-midi, plutôt que de les faire coller l'une à l'autre? Certainement, mais ça, c'est le cas pour toutes les séances. Dans le sens où si tu as plus de temps de séparer, eh ben, tu seras plus frais, tu auras une meilleure qualité d'entraînement et donc tu as certainement des retours qui seront meilleurs. Mais voilà, là, on passe sur des concepts de s'entraîner plusieurs fois par jour. Ce n'est pas nécessairement le but ici. Donc, non, je me prendrai pas trop le choix avec. Je ferai les deux et je verrai ce qui te convient. Okay. Parce que tout à l'heure, tu disais quand même à Marine que le travail sur le sprint et le travail sur la VO2 max, ensemble, ce n'était pas forcément l'idéal. Alors ça, c'est juste que si elle fait bien ses sprints, elle n'aura plus vraiment de jambes pour faire sa VO2 max derrière. C'est vraiment plus ça. Ok, d'accord. Okay. C'est pas un travail c'est pas une question de compatibilité, c'est juste le jus qui te reste, quoi. Okay. En gros, quand on parle de travail de haute intensité en termes de conditionnement, en général, tu vas avoir un point focal pour la séance. C'est possible d'en avoir plusieurs, mais en général, tu vas avoir un point focal pour la séance et tu vas faire ce travail-là. Et ensuite, c'est soit de la zone 2, soit tu vas te reposer, quoi. Tu vas rarement essayer de tout travailler dans la même séance parce qu'au final, c'est contre-productif et l'énergie que tu as à disposition, elle est limitée et tu ne vas certainement pas pouvoir
le faire comme il faut si tu essayes de tout faire, quoi. Ok. Et dernière question, tu nous as donné 8 semaines. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, si vous avez vu des bonnes progressions et que vous souhaitez continuer sur une prog que je vous donne, vous me contactez, on peut en discuter. Pour l'instant, c'est quelque chose que je commence à mettre en place avec justement les athlètes qui terminent leur cycle d'entraînement et qui veulent repartir sur quelque chose d'autre. Si tu termines les 8 semaines et que tu es content, mais que tu veux passer à autre chose et te focaliser sur, je ne sais pas, de la gym, de l'haltéro ou autre, eh ben, tu peux sans autre aller et travailler là-dessus. Ce que je te conseillerais de faire, c'est de garder un fil de zone 2 sur ta semaine. Ça n'a pas besoin d'être énorme tout le temps, mais je pense que d'en garder un minimum toute l'année, c'est toujours une bonne idée et peut-être de mettre une couche au niveau du volume de temps en temps dans l'année quand tu as peut-être un petit peu moins de soit de compétition, soit moins d'intensité, moins d'opportunités pour faire des WOD et autres. Donc après ça, voilà, tu peux prendre plusieurs directions. Soit on repart sur une programme un petit peu différente après que tu aies progressé là-dessus, soit tu repars de ton côté sur d'autres éléments que tu souhaites travailler. Il y a plusieurs options. Ok. Donc, admettons que je fasse mes 8 semaines, je suis content, je vois les progressions qu'on espère. Je me dis, continuons alors, on va repartir sur une prog, je sais pas, on va voir en fonction de l'évolution. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Est-ce qu'il faut qu'on refasse un test? Est-ce que ça demanderait qu'on refasse le même que ce qu'on a fait ensemble? Est-ce que ça peut se faire à distance, même s'il n'y a pas autant de données, juste chez moi avec le bike-erg et le cardio-fréquence-mètre, par exemple, ce genre de choses? C'est quoi l'idéal? Alors, l'idéal, c'est ce que tu viens de dire, c'est de faire un test intermédiaire. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui détaille exactement comment l'effectuer, collecter tes données cardiaques pour me les envoyer et que je puisse les comparer ensuite. Donc, en gros, tu vas refaire exactement le même test sur le même vélo avec les mêmes watts. Tu vas quantifier au niveau fréquence cardiaque, tes RPE également, et on va voir déjà tes battements par palier et ensuite où tu termines sur le test. Et ensuite, par rapport à ça, peut-être également refaire ton 3 et ton 12 minutes que tu avais fait initialement pour nous donner des valeurs à jour en termes de ton deuxième seuil. Et par rapport à ça, ensuite, on peut réorienter le travail sur d'autres qualités qu'on doit continuer à développer pour toi. Okay. Mais quoi qu'il arrive, le test intermédiaire, et je pourrais t'envoyer le lien de la vidéo par email si tu le souhaites. Ce test intermédiaire, tu peux le faire en autonomie 100% et ensuite tu peux m'envoyer simplement les données par email. Le 3 et le 12 minutes, tu peux les refaire en autonomie également pour voir tes progrès sur ces différents paramètres-là. Et ensuite, si tu le souhaites, on peut parler d'une programmation qui va suivre tout ça. Ok, cool. Ça joue pour toi? Voilà, ça joue. Super. Et puis, comme Marine, si tu as des questions ou autres, tu n'hésites surtout pas à me solliciter et à m'envoyer tes questions. Ça marche. Génial. Merci à vous deux d'avoir pris le temps pour ce petit appel. Et puis, merci à toi. Je me réjouis d'entendre votre retour sur ces entraînements. On va partir faire de la zone 2. Allez, bonne zone 2. Guillaume va te faire doubler, c'est bien. c'est bon, c'est pas bon pour l'ego, mais c'est bon pour ton corps. J'ai bien compris. Allez, bon après-midi. Bon après-midi, merci. Ciao.